Bonjour. Alors, toujours avec les matrices. Maintenant, on va démontrer le théorème 2, soit EFG 3K espace vectoriel de dimension finie non nulle. B une base de E, B' une base de F et B seconde une base de G. Et on se donne une application linéaire de E vers F et une autre G de F vers G. On a la matrice de G en F, dans les bases B, B seconde, égale matrice de G dans cet ordre. Matrice de G fois matrice de F. Matrice de G dans les bases B', B seconde, multiplié par la matrice de F dans les bases B, B'. Alors, pour retenir ce schéma, là, voilà, on retient celui-là. Celui-là, il est beaucoup plus simple. F de E vers F, G de F vers G. On parle de composé G en F. Là, la base c'est F. Là, la base c'est B'. Là, la base c'est B. Ici, c'est B'. Et là, c'est B seconde. Donc, quand on parle de base de F, ça va être dans les bases B, B'. Base de G, ça va être dans les bases B', B seconde. Et de G en F, ça va être dans les bases B, B seconde. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait normalement? La base dans G, B', B seconde, et la matrice, ici matrice de G dans les bases B', B seconde, et la matrice de F dans B, B'. Alors, les bases de l'extrémité, on les supprime et on permute les autres pour avoir donc la matrice dans B, B seconde. C'est comme ça qu'on retient ce résultat pour l'appliquer en pratique. Alors la démonstration, on va noter B, EI, B', E'I, B seconde, E'I. Là, j'ai donc supposé que la dimension de E c'est P, la dimension de F c'est N, et la dimension de G c'est Q. Et on note M, AIJ, la matrice de F, N, la matrice égale BIJ, la matrice de G, et P pour le produit, CIJ, la matrice du produit. Et donc, il faut démontrer que la matrice de produit, la matrice de la composée, il faut démontrer que P égale à MN, égale à NM, pardon. NM, ça c'est la matrice de G, NM. Bien. Alors, pour déterminer la matrice, pour connaître la matrice d'un endomorphisme ou d'une application linéaire dans des bases, en général, on calcule les images par cette application linéaire de la base de départ. Les vecteurs de la base de départ, on calcule les images et on essaye de les déterminer ou de les donner en fonction de la base d'arrivée. B seconde. Alors c'est ce qu'on fait, on prend un cas quelconque, parce que l'espace de départ de G en F c'est E, donc on prend pour K entre 1 et P, ici, ça c'est P, parce que ça c'est normalement, c'est l'espace, donc je corrige là. Voilà, c'est P ici. C'est P, voilà. C'est P. Alors, G rond F de EK égale G de F de EK, parce que bon, c'est la définition de la composition, et F de EK c'est quoi? Connaissant la matrice de F dans la base B, donc on connaît F, l'image des éléments de la base. Chaque vecteur de la base, je connais son image par les coordonnées dans la base B'. Voici les coordonnées, c'est là. Par exemple, si on parle du vecteur EK, ces coordonnées F de EK, les coordonnées de F de EK dans la base B', c'est la kème colonne de M. Donc on a donc
f de ek égale la somme de j égale à 1 à n, de j égale à 1 à n, sur la dimension de f, de grand f c'est n. Et donc ça c'est la kème colonne, AJK, A1K, A2K c'est la kème colonne, fois E'J. Ensuite, G est linéaire, donc nous aurons la somme de J égale à 1 à N, AJK, G de E'J. Ce G est linéaire. Alors la même chose, je connais la matrice de G dans les bases B', E'J là, E'J. Donc je connais G de E'J. G de E'J en fonction des E secondes, des EI secondes, hein, des EI secondes ou bien EL secondes. Alors c'est la jème colonne de la matrice BIJ. Donc ça va donner la somme de, bien sûr je dois apporter un nouveau indice. Hein. Je n'utilise pas les indices déjà utilisés, c'est normal. Donc la somme de L égale à 1 à Q. AQ, ça c'est la dimension de G. BLJ, ça c'est la jème colonne, c'est la jème colonne de la matrice N. E seconde L. Alors, il s'agit de somme finie, donc je peux permettre le somme, et j'aurai donc AJK fois BKJ, que je peux commuter parce que c'est un produit dans K, donc je peux mettre comme ça. Et cette somme-là, le E seconde L, bien sûr, ne dépend pas de J, donc je peux factoriser par E seconde L à droite. Il reste bien sûr dans la somme, dans la première somme de L égale à 1 à Q, mais je peux factoriser. Alors, comme ça, donc, j'ai remarqué la somme de J, là, le J égale à 1 à N, BLJ, AJL. Donc, le coefficient d'indice IK. Quel est le coefficient d'indice IK de la matrice P? Comment je l'obtiens? Je calcule l'image de EK et je cherche la ième composante de l'image. L'image de EK, je l'ai calculée. La ième composante, c'est lorsque je prends L égale à I. Quand je prends L égale à I, j'aurai donc la somme de J égale à 1 à N BIJ AJK. Bien. Ça n'est autre que le coefficient d'indice IK du produit NM. C'est la formule du produit. Donc, le coefficient d'indice IK de P et le coefficient d'indice IK de NM, ceci pour tout I et K. Donc, il y a égalité des matrices. Bien. Un exemple. Alors, un exemple, je prends F, l'application linéaire de R2 dans R3 de X qui fait correspondra à un polynôme PXP moins X carré per seconde. G, Y de R3 de X vers R2 de X, AP correspond P' plus X per seconde. Alors, ces deux applications F et G sont clairement linéaires, on peut le vérifier facilement. Et on munit R2 et R3 de leur base canonique. On les note C2 et C3. Hein, C2 et C3, les bases canoniques de R2 et R3. Je rappelle que C2, c'est 1x, x carré. Donc, la dimension ici, c'est 3. Et là, c'est la dimension C4. Et C3, c'est 1x, x carré, x3. Alors, là, on demande de déterminer quoi? Les matrices des composés G en F et F en G. On peut les considérer les deux. Remarquez là, l'arrivée de F c'est R3, le départ de G c'est R3, donc je peux parler de G en F. De même, l'arrivée de G c'est R2 de X et le départ de F c'est R2 de X, donc je peux parler de F en G. Et donc, on va essayer de déterminer la matrice de F en G et de G en F. Alors, pour cela, on va déterminer les matrices de F et de G. Matrices de F et de G. Bien. Alors, on a la matrice de G en F, c'est la matrice de G fois la matrice de F. La matrice de F en G, c'est la matrice de F fois la matrice de G. Et bien sûr, dans les bases adéquates. Alors, la matrice de F dans les bases C2, C3, je vais calculer l'image de la base 1x, x carré, f de 1, f de x, f de x carré, en utilisant bien sûr la définition de F.
Donc f de 1 c'est quoi? F de 1 c'est x. Hein? F de 1 c'est x. Et f de x c'est x carré parce que ça va être nul. Voilà, f de 1 c'est x, f de x c'est x carré. F de x carré, je dérive ici 2 fois, ça me donne 2. Et là, f de x carré, ça fait x3 moins 2x3. Donc x3 moins 2x carré par son. La dérivée c'est 2. Donc x3 moins 2x carré. Voilà. Donc ça c'est un calcul simple. Alors maintenant, la matrice c'est, je place donc les coordonnées de f de 1, les coordonnées dans la base C3. Les coordonnées de x dans la base 1, x carré, x3 sont 0, 1, 0, 0. Les coordonnées de x carré dans la base 1, x carré, x3, c'est 0, 0, 1, 0. Ceux de x3 moins 2x, c'est 0, 0, moins 2, 1. Bien. On a donc la matrice de f. La matrice de G, la même chose, je détermine l'image de 1 et de x carré, la base de C3 et de x3, la base de C3. En utilisant bien sûr la définition. Alors l'image de 1, c'est 0, l'image de x c'est 1 par exemple, l'image de 0 c'est 0, l'image de x c'est 1, l'image de x carré, je dérive c'est 2x, et là 2, donc ça fait 4x, 2 et 2x, ça fait 4x, et de même, l'image de x3 ça fait 9x carré, et donc la matrice, je place les coordonnées de g de 1, les coordonnées de ce vecteur dans C2. Alors ça, 0, ça 0. X, c'est 1. Les coordonnées de 1 dans la base 1x. X carré, c'est 1. Les coordonnées de 4x dans 1x, x carré, c'est 4. 0, 4, 0. Et les coordonnées du vecteur 9x carré dans la base 1x, x carré, c'est 0, 0, 9. Voilà. Donc, nous avons donc les matrices de f et de g. Alors maintenant pour le reste, on fait quoi? Ici, la matrice, on parle ici de matrice de la composée G rang F. G rang F dans la base C2. Pourquoi C2? Parce que quand on parle de G rang F, donc ça va être dans la base C2, C2. Et matrice C2, C2, ça s'écrit matrice C2, tout simplement. Voilà. Le départ, c'est C2. Et de même pour F rang G, ça va être C3. Ça va être C3. Et c'est le produit de ces deux matrices. Donc, une fois, nous aurons une matrice d'ordre 3, parce que C2 ici, c'est l'espace R de X est dimension 3. Et ça, c'est un endomorphisme, donc ça va être carré d'ordre 3. L'espace R3 de X est de dimension 4. Donc là, l'endomorphisme va avoir une matrice carrée d'ordre 4. Et ça, c'est le produit des deux matrices, première et deuxième. Une fois dans cet ordre, une fois dans l'ordre. Bien. Le théorème 3, soit EF de K espace vectoriel de même dimension finie n supérieur ou égal à 1. Donc, de même dimension. F, un endomorphisme de E vers F, et B, une base de E, et B', une base de F. Alors, F est un isomorphisme. Alors, isomorphisme, ça veut dire application linéaire bijective. Bijective. F est bijective, c'est seulement si sa matrice dans les bases B, B' appartient à GLN de K. Je rappelle que GLN de K, c'est l'ensemble des matrices inversibles. Donc, F inversible, équivalent M, la matrice, dans des bases choisies quelconques et inversibles. Bien. Et on a alors, dans ce cas, lorsque F est un isomorphisme, ou lorsque vous savez que la matrice est inversible, bien sûr, vous aurez donc F isomorphisme. La matrice de F-1 dans les bases B'B, ça va être la matrice de F-1. Ça va être la matrice de F-1. Bien. Alors, donc là, il y a équivalence, donc il y a deux sens. Le premier sens, je suppose que F est un isomorphisme, est bijectif. Donc, F-1 existe, et F-1, on le sait, c'est une application linéaire de F dans E. Alors, si je considère ces produits, la matrice de F dans les bases BB' multipliée par la matrice de F-1 dans B', remarquez que je peux effectuer ce produit, bien sûr, de matriciel. Et je peux toujours l'effectuer, pas de problème, parce que ça, c'est une matrice de type NP, et celle-là de type PN. Donc, le produit, je peux l'effectuer, pas de problème. Bien. Alors,
Bon, et ça c'est remarquez que la matrice de f dans les bases B, B', B', B. Remarquez que les deux bases de l'extrémité, c'est la même base, je la supprime et je permute ces deux. J'obtiens donc, mais je permute, il s'agit de la même base, donc ça va être la matrice dans B'. B', c'est B', voilà. D'après la formule que nous avons démontrée dans le théorème 2. Et donc, c'est la matrice de f rond f-1 dans B'. Mais f rond f-1, c'est l'identité. Et la matrice dans une base de l'identité, c'est IN. IN, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc. C'est-à-dire des matrices carrées dont les 1 dans la diagonale vaut 1, des 1 et partout des 0. Bien. Alors, la matrice dans une base de l'identité CIN, c'est normal parce que quand vous prenez le premier vecteur E1, par exemple, notre E1, l'identité de E1, c'est E1. Et les coordonnées de E1 dans la base E1, E2, etc., c'est 1, 0, 0, 0. Le vecteur E2, l'image par l'identité, c'est E2. Les coordonnées de E2 dans la base E1, E2, E3, etc., c'est 0, 1, 0, etc. Voilà, donc ça fait finalement IN. Qu'est-ce que nous avons donc prouvé? Que ce produit égale à IN. De même, si je fais le produit dans l'autre sens, c'est-à-dire la matrice de B', de F-1 multipliée par la matrice de F. De même, ici, c'est B', je supprime et je permute les deux. Ça veut dire que je obtiens la matrice dans B de F moins 1 en F, qui est l'identité. Donc, alors, le produit de cette matrice, remarquez cette matrice-là, notez M, M', d'accord? Et là, égale IN, et là, M', M égale à IN, ça veut dire que la matrice dans BB' de F est inversible. On a trouvé une matrice avec laquelle on a multiplié à droite et à gauche cette matrice pour trouver IN. Donc, cette matrice est inversible, et son inverse, l'inverse, c'est cette matrice. L'inverse, c'est cette matrice. L'inverse de cette matrice, c'est celle-là. Donc, l'inverse, c'est cette matrice. Voilà. Le sens indirect, c'est-à-dire on suppose que la matrice dans les bases BB' de F est inversible. Donc, il va exister une matrice M, MIJ, telle que c'est une matrice carrée, parce que les espaces sont bien sûr, ça c'est normal, les espaces sont de même dimension. Alors, tel que le produit comme ça égale à IN, et même M fois égale à IN. M fois cette matrice égale à IN, mais je vais utiliser uniquement un sens. Voilà. Donc, cette matrice est inversible, ça veut dire qu'il existe une matrice telle que le produit égale à IN. Bien. Notons B égale à EJ de 1 à N, et B' égale à E'I de 1 à N. Et M, la matrice, bon, M, je l'ai déjà noté. Bon, et M, je l'ai déjà noté, là. Soit G, voilà, soit G appartenant à L de F. E, je vais considérer cette application. G de F, l'application de F dans E définie par G de E'J. G de E'J, les vecteurs ici sont le E'J, égale la somme de I égale à 1 à N, MIJ, EI. Bon, donc pour tout J, G est bien défini par l'image de la base B'. G, une application linéaire, je l'ai définie par l'image de la base, parce que si vous connaissez l'image de la base, par une application linéaire, vous connaissez l'image de tout vecteur, parce que tout vecteur est combinaison linéaire de la base. Donc G est parfaitement déterminé. Bien, et de sorte que, dans ce cas, la matrice dans B', ça va être la matrice M. Hein, ça va être la matrice M. Bien, on a le produit, là, le produit de la matrice BB' F par la matrice B', B de G, ça c'est M. Ça c'est M. Alors ce produit, en supprimant les deux bases là, la même base qui est là, et en permutant, nous allons trouver la matrice dans B',
dans B' de f rang G, qui vaut IN parce que ça c'est l'hypothèse. L'hypothèse, on a cette matrice fois M égale à IN. Ça c'est l'hypothèse, voilà. L'hypothèse. On a dit que F, la matrice est inversible, donc il existe M tel que le produit égal à IN. Donc ça c'est par hypothèse. Et ça, d'après le théorème 2, ça fait la matrice dans B' de f rang G égale IN. La matrice dans une base d'une application linéaire égale à IN, ça veut dire que cette application linéaire est l'identité. Pourquoi? Parce que si vous notez, on a noté B', c'est E', voilà. Donc on a f rang G de E'1, c'est E'1, parce que les coordonnées c'est 1, 0, 0. F rang G de E'2, c'est E'2, parce que les coordonnées c'est 0, 1, etc. Donc f rang G de E'J égale E'J. L'image de la base, c'est la même. Donc, pour tout vecteur, ça va être f rang G de x égale à x. C'est l'identité. C'est l'identité, et donc, qu'est-ce que nous avons démontré ici? Que l'application f rang G égale l'identité. Bien. L'identité, elle est surjective. Comme la composée f rang G est surjective, alors f est surjective. Ça, c'est un résultat que nous connaissons déjà dans le chapitre ensemble et applications. Si f rang G est injective, G est injective. Si f rang G est surjective, f est surjective. Alors, comme elle est bijective, elle est surjective, donc on a f est surjective. Alors, f est surjective, qui est une application linéaire de E vers f qui ont même dimension. Ceci entraîne que f est un isomorphisme. Parce que pour une application linéaire d'un espace vectoriel E vers un autre de même dimension, et les bijectives, c'est seulement si injectif, c'est seulement si les surjectifs. Ça, c'est un résultat que nous avons déjà démontré. Un petit cas particulier de ce qu'on vient de faire, si E égale à F et B égale à B', alors F est un appartenant à GL de E. GL de E, c'est l'ensemble des automorphismes de E. Si seulement si sa matrice, dans B une base quelconque, et appartenant à GLN de E, GLN de c'est les matrices. Ça, c'est les matrices inversibles. Ici, c'est GLN de K. Je corrige. Voilà. Ça, c'est K. Voilà. Pardon. Bon, c'est K. Voilà, je fais comme ça. Voilà, c'est K. Bon. C'est K. Voilà, donc F appartenant à GL de E équivalent à la matrice appartenant à GN de K. Bien, alors on va introduire une définition ici, ou une notion très très importante en algèbre linéaire. C'est ce qu'on appelle l'application linéaire canoniquement associée à une matrice. Alors définition soit M une matrice de type NP. On note CQ, la base canonique de K à la puissance Q, quel que soit Q. Pour tout Q, CQ c'est la base canonique. On appelle application linéaire canoniquement associée à M l'application linéaire f de k à la puissance p vers k à la puissance n, telle que sa matrice dans les bases cp, cn, cp départ, cn est précisément m. Alors on sait que f, l'application linéaire, est parfaitement déterminée par la donnée d'une matrice, de sa matrice dans des bases. Si vous connaissez la matrice de f dans des bases, ça veut dire que vous connaissez l'image de la base, d'une base, et donc ça veut dire que vous connaissez. Donc notre application, elle est parfaitement déterminée. Autrement dit, quel que soit J, f de E J, hein, si on note CP, CEJ, CN, CE'I, f de EJ, c'est la somme des, je prends la JM colonne ici, AIJ, E'I. AIJ, E'I.
A1JE'1, A2JE'2, A3JE'3, etc. Voilà. Donc, l'application définie comme ça, par la matrice, par cette matrice, dans les bases canoniques, ça s'appelle l'application linéaire canoniquement associée à la matrice. Bien. Propriété 2, soit AB de matrice carrée d'ordre n tel que le produit égale à In. Alors, A et B sont inversibles et on a A-1 égale à B. Alors, normalement, pourquoi on ne peut pas conclure directement quant à l'inversibilité de ces matrices? Parce que normalement, on sait que cet ensemble n'est pas commutatif. Donc, a priori, AB égale à In ne suffit pas. Il faut avoir comme aussi BA égale à IN. Il faut avoir ça. Mais dans cette propriété, on démontre que dans notre cas, MN de cas, ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'avoir AB égale à IN pour dire que les deux sont inversibles. C'est ce qu'on va démontrer. Bien. Notons F, respectivement G, l'application linéaire canoniquement associée à A, respectivement à B. Donc F associé à grand A, G associé à B. On note Cn, la base canonique de K à la puissance n. Voilà, donc notation que nous avons abordée tout à l'heure. Alors, A fois B égale à In. A fois B égale à In. A c'est quoi? C'est la matrice de F dans Cn. Cn. Normalement, Cn dans la notation Cn. B c'est la matrice de G dans la base Cn. Le produit, ça c'est le cas particulier, le cas particulier ici. Non, ça c'était autre chose. Bon, bref. Donc ici, le produit, donc là, Cn, vous permettez, etc. Donc vous obtenez la matrice dans Cn de f rang G égale à In. Donc f rang G égale l'identité. F rang G égale l'identité. Bon, f rang G est injective, donc G injective, donc il est bijective. Parce que ça, c'est un endomorphisme en dimension finie. Donc sa matrice est inversible. De même pour f rang G surjective, donc f surjective. Donc f surjective implique f bijective. Donc A appartenant à. Donc AB égale à IN. Donc les deux sont bijectives. Bon, maintenant l'égalité, si je multiplie par à gauche par A-1, là j'aurai donc IN, et donc j'aurai B égale à A-1. Voilà la formule montée. Bien. Définition. Alors, définition 4, soit M appartenant à MNP de K. On appelle noyau de M, noté Ker de M, noyau d'une matrice. Maintenant, le sous-espace vectoriel Ker de F. F c'est quoi? Où F est l'application linéaire canoniquement associée à F. Donc le noyau de F, c'est le noyau de F. Et le noyau de F, c'est un sous-espace vectoriel de K à la puissance P. Parce que F, il appartient à L de KP-KN. KP-KN. L'application linéaire canoniquement. De même, on appelle l'image de M, noté im de M, l'image de la matrice, le sous-espace image de F. Avec F, bien sûr, c'est toujours l'application linéaire canoniquement associée. Alors, par exemple, ici, M, une matrice. On note F, l'application linéaire canoniquement associée. X, Y, un vecteur de K à la puissance 3 appartenant à Ker de M, c'est seulement si son image par F égale à 0. Et dans le noyau. Ker de F. Bien. Et F de XY, XY sont quoi? Sont les coordonnées X, Y, Z, sont les coordonnées de X, Y, Z dans la base canonique. Dans la base canonique 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Donc, c'est les coordonnées. Donc, je connais la matrice dans la base. Canonique. C3, et j'ai les coordonnées dans C3. Donc, l'image, pour avoir l'image, je multiplie la matrice par les coordonnées. Ça, c'est des résultats déjà démontrés. Et donc, ça, c'est mxy égale à 0. Ça, c'est 0, c'est le vecteur. Donc, c'est les coordonnées de ce vecteur, c'est 0, 0, 0. Donc,
Et donc, produit matriciel, nous obtenons le système. Alors, dans ce système, là j'ai Z égale à moins Y. Je remplace ici Z, donc j'aurai X plus Y égale à 0. Ensuite, alors X plus Y égale à 0. Et là, je remplace Z aussi, j'aurai 2X plus 2Y égale à 0. Alors cette équation c'est la même, ici elle est superflue, je peux supprimer, ce qui est équivalent à Z égale à moins Y et X égale à moins Y. Donc ce qui est équivalent à dire X, Y, Z égale à moins Y, moins Y, c'est-à-dire Y fois. Donc finalement, le noyau de M c'est la droite vectorielle engendrée par ce vecteur, moins 1, 1, moins 1. Alors, une remarque, bien sûr, M appartenant à Mn de K, on a M appartenant à GLN de K, c'est seulement si Ker de M égale à 0. Ben, c'est normal parce que M appartenant à GLN de K, équivalent à F, donc l'application linéaire canoniquement associée, l'endomorphisme canoniquement associé, et bijectif, et donc Ker de F équivalent à Ker de F égale à 0. Bien. Alors, un exercice, là, j'ai un petit exercice. L'exercice montrait que quel que soit A appartenant à Mn1 de R, transposé de A fois A égale à 0, équivalent à dire que A égale à 0. Et quel que soit, montrer que quel soit M appartenant à Mn de R, alors dans cet exercice, on travaille dans R. Ker de M égale à Ker, Ker de M égale à Ker de transposé de M fois M. Bien. Donc vous arrêtez la vidéo, vous essayez de chercher avant de voir la solution. Bien. Alors j'expose maintenant la solution. Alors pour 1, notons A égale matrice colonne A1N. Donc la transposée, ça va être la ligne A1N. Et le produit, donc je fais le premier sens. Je suppose que la transposée de A fois A égale à 0. Alors, le produit de la ligne fois colonne, c'est le premier fois le premier, plus le deuxième fois le deuxième, ça donne un réel. Donc, ça donne la somme de AI au carré. Ça, transposé de A fois A, c'est la somme. C'est la somme, si vous mettez la colonne ici, vous faites le produit A1 fois A1 plus A2 fois A2 plus, donc c'est la somme des AI au carré. Égal à 0. Voilà, égal à 0. Alors, je suis dans R, donc les AI au carré sont des nombres réels positifs, dont la somme égale à 0, donc ils sont tous nuls, quel que soit I, AI égale à 0. Et si tous les AI égale à 0, la matrice colonne A est nulle. C'est donc le premier sens. Le deuxième sens est évident. Si A est égal à 0, si tous les AI sont nuls, vous faites le produit, vous allez trouver 0. Ça, c'est évident. Maintenant, pour la deuxième question. La deuxième question, il faut donc montrer les deux inclusions. Ker de M est inclus dans Ker de transposé de M fois M et vice-versa. Alors pour un X vecteur de Rn, X1, Xn, on va noter grand X, sa matrice dans la base canonique, sa matrice du vecteur dans la base canonique. C'est-à-dire X1, Xn, comme ça. Ça, c'est la matrice. Quand vous avez X1, Xn, ça veut dire que X1, Xn jusqu'à Xn sont les coordonnées de X dans la base canonique. C'est la matrice de petit x dans la base canonique. Bien. Si X appartient à Ker de M, alors Mx égale à 0. Parce que M, c'est l'application, c'est la matrice de l'application linéaire. C'est de l'endomorphisme canoniquement associé. Et grand X, c'est la matrice des coordonnées. Donc, l'image f de petit x égale à 0, ça veut dire m fois grand x égale à 0, c'est la même chose. Mx égale 0, donc si vous avez ce produit matriciel mx égale à 0, vous pouvez multiplier à gauche par transposé de m. Vous aurez encore transposé de m fois mx égale transposé de m fois 0 égale à 0. Voilà. Donc x, donc là, petit x est dans le noyau de transposé de m fois m. Première inclusion. Deuxième inclusion, si je prends petit x, appartient à Ker de transposé de m fois m. Alors, nous avons transposé de m fois x égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On multiplie à gauche. Là, on peut remarquer d'abord que ça, transposé de m fois m, c'est une matrice carrée d'ordre n.
Et ça, c'est une matrice colonne de type N1. Donc, le produit va donner une matrice de type N1. C'est une matrice colonne. Matrice colonne. Je vais la multiplier à gauche par une matrice ligne qui est transposée de X. Donc, j'obtiens un réel normal. Un réel. Alors, quand je multiplie par transposé de X, à gauche, cette matrice est aussi 0, pour avoir donc 0. Et ça, c'est quoi? C'est transposé de mx fois mx. Parce que transposé de mx, j'utilise l'associativité du produit matriciel, dans le produit matriciel. Transposé de mx, c'est transposé de x, transposé de m fois x. J'aurai ça. Et donc, ça, c'est en posant ça égal à a. J'ai ici transposé de a fois a égale à 0. Donc, d'après la première question, a, qui est à mx, égale à 0. Et ceci veut dire que petit x appartient à quart de m. Voilà, la deuxième inclusion. Bien. Propriété 3. Alors, la propriété 3, soit AIJ, une matrice carrée qui est triangulaire supérieure. Matrice triangulaire supérieure. Donc, au-dessous de la diagonale, tout est nul. Pour tout i strictement supérieur à j, AIJ égale à 0. Matrice triangulaire supérieure. Premièrement, si A est inversible, alors A-1 est encore triangulaire supérieur. Première propriété. Deuxième propriété. A est inversible si et seulement si, quel que soit I appartenant à un n, les A et I sont différents de 0. Donc, si vous savez que la matrice triangulaire supérieure est inversible, vous pouvez dire que la diagonale ne contient pas de 0. Et vice-versa, si vous remarquez, si vous avez une matrice triangulaire supérieure avec la diagonale qui ne contient aucun 0, donc la matrice est inversible. Et dans ce cas, donc elle est inversible et les AII sont différents de 0, bien sûr. Dans ce cas, si on note A-1, c'est A'Ij, qui va être une matrice, bien sûr, triangulaire supérieure d'après la première question. Les A'Ii vont être égales à, pour tout i, A'Ii égale à 1 sur AII. Voilà. Donc, si vous avez une matrice triangulaire supérieure avec les éléments diagonaux non nuls, elle est inversible. Et sa matrice inverse va être une matrice triangulaire supérieure avec la diagonale, c'est 1 sur AII. Voilà. Première question. Si A est inversible, on va démontrer que A-1 est aussi une matrice triangulaire supérieure. On va considérer cette application, je vais l'appeler phi, de TNS vers TNS, de cas. Matrice triangulaire supérieure. À chaque matrice triangulaire supérieure M, je lui fais correspondre à M. A, c'est notre matrice là, fixée. Phi est linéaire, fait bien défini d'abord. Bien défini. Pourquoi? Parce que le produit de deux matrices le produit de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire supérieure. Bien. Phi est bien défini car le produit de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire supérieure. Phi est linéaire, ça c'est clair parce que AM plus lambda n égale à AM plus lambda an. C'est clair. Et linéaire. Phi est injective. Alors, on va déterminer le noyau de cette application linéaire. On va prendre phi de m égale à 0. Alors, AM égale à 0. On compose à gauche par A-1 parce que je suis dans... premièrement, je suppose que A est inversible. J'aurai donc, en composant A-1, par A-1, j'aurai donc A-1A fois M égale à A-1 fois 0 égale à 0. Donc M égale à 0. M égale à 0. Parce que A-1 égale à IN, IN fois M égale à M. M égale à 0, donc il est injectif. Le noyau est réduit à 0, donc il est injectif. Et phi, c'est un endomorphisme. Un endomorphisme en dimension finie, injectif. Donc phi est bijectif. Comme il est bijectif, et IN, c'est une matrice triangulaire supérieure. IN, elle est là, cette matrice, IN. Donc, elle admet un antécédent. Il existe A', unique, A', parce que c'est la bijection. Il existe A' triangulaire supérieur, A' égale à IN. Et cette relation veut dire que A' c'est A-1. Donc, A' c'est A-1, et elle est dans
TNS, c'est triangulaire supérieur. Nous avons donc démontré que si une matrice triangulaire supérieure inversible, alors sa matrice inverse est encore matrice triangulaire supérieure. Alors maintenant, on va démontrer l'équivalence. A inversible entraîne que les AII sont non nuls. Alors, le premier sens, si A est inversible, notons A-1, on va noter A'Ij A-1, le coefficient de A-1. Et c'est une matrice triangulaire supérieure, d'après la première question. Bien, on a le produit égal à IN, parce que bon, une matrice est son inverse. Et on sait que les éléments diagonaux, alors ça c'est un calcul que nous avons déjà fait, le produit de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire supérieure. Et les éléments diagonaux sont obtenus en multipliant les éléments diagonaux de A fois ceux de A-1. Donc nous aurons donc les éléments diagonaux seront donc A11, A'A1, A22, A'A22, etc. Ça c'est les éléments diagonaux du produit. Or, le produit est égal à IN, donc, donc pour tout I, AII, A'I est égal à 1. Et ceci veut dire que A'I, d'abord que, puisque le produit est égal à 1, ça veut dire que les AII ne sont pas nuls. Première des choses. Deuxièmement, que les A'Ii égale 1 sur AI. Voilà, donc on a démontré le sens et nous avons démontré ça. Le premier sens et nous avons démontré ça. Maintenant, le deuxième sens, si quel que soit I, AII différent de 0. Alors, notons Cn, la base canonique de K à la puissance n, et F, l'endomorphisme de K à la puissance n, canoniquement associé à A. C'est-à-dire que la matrice de F dans Cn est précisément A. Ça, c'est la notion que nous venons d'introduire. On va montrer que F est bijectif. Alors, si je démontre que F est bijectif, ça veut dire que A est inversible. Donc, ce qui entraînera que A est inversible. Voilà. Alors, on va noter Cn égale à EI, la base canonique de C à la puissance n. Alors, d'après la matrice, je peux connaître F de EI. F de E1, c'est A11, E1. Hein? F de E2, c'est A22, E2 plus X1. X1, appartient à vecteur E1. Parce que la matrice est triangulaire supérieure, donc les coordonnées de F de E3 par exemple, je m'arrête à E3. J'aurai quelque chose fois E1, plus quelque chose fois E2, plus A3, 3, E3. Alors, le premier terme qui appartient à vecteur E1, E2, on ne va pas s'intéresser à sa valeur. Je note X2 tout simplement. On ne va pas s'intéresser. Donc, je précise seulement qu'il est dans vecteur 1, E2, etc. F de EK, ça va être AKK, EK, plus XK, XK-1, avec ce XK-1, c'est dans vecteur 1 jusqu'à EK-1. Ça, c'est parce que la matrice est triangulaire supérieure. Bien, on va démontrer par récurrence forte sur K, que quel que soit K appartenant à un N, EK appartient à l'image de F. EK appartient à l'image de F. Alors, ce n'est pas difficile, c'est une démonstration très simple. Pour K égale à 1, E1, je l'ai ici, E1. E1, c'est 1 sur A11 parce qu'il est non nul. Hein? Je vais utiliser le fait que les AII non nuls, bien sûr. Fois F de E1 qui est F de E1 A1 sur A1 ou bien 1 sur A11 E1 parce que F est linéaire. Donc ce vecteur E1 s'écrit F de quelque chose, donc il est dans l'image. Dès que je puisse écrire un vecteur égal F de quelque chose, ça veut dire que ce vecteur est dans l'image. Soit K appartenant à 1, N-1, supposons que quel que soit, et ça c'est l'hypothèse de la récurrence forte, supposons que pour tout i entre 1 et K, je prends K fixé, bien sûr inférieur strictement à n parce que je vais rajouter un 1. Et je suppose que pour tout i, de 1 à k, i est dans l'image. On a, ça c'est l'hypothèse. Et donc je vais essayer de démontrer que f de ek plus 1 est encore dans l'image. Alors ici, f de ek plus 1, c'est, là j'ai oublié de noter, ça c'est a indice k plus 1, k plus 1.
C'est les coefficients A, K plus 1, K plus 1, E, K plus 1. Plus les vecteurs quelque chose fois E1, quelque chose fois E2, quelque chose fois EK. Que je note XK qui est dans vect E1 jusqu'à EK. Donc EK plus 1, en faisant passer le XK dans l'autre membre, et lorsqu'on divise par 1 sur lorsqu'on divise par AK plus 1, AK plus 1, K plus 1, AK plus 1, K plus 1, donc nous aurons EK plus 1 égale à F de la linéarité de F, 1 sur AK plus 1, K plus 1, K plus 1. Ça, c'est un élément de l'image, parce que c'est F de quelque chose, c'est dans l'image. Et ce vecteur-là, il est dans vect E1 jusqu'à EK. Et vect E1 jusqu'à EK, il est inclus. Là, c'est une inclusion, parce que ça, c'est un espace inclus dans l'image, d'après l'hypothèse de récurrence. Parce que tous les vecteurs de 1 à K, EI, tous les vecteurs EI de 1 à K sont dans l'image. Donc ça, c'est dans l'image. Cet espace est dans l'image. Donc ce vecteur est dans l'image. Ce vecteur est dans l'image. L'image est un sous-espace vectoriel. La différence ou la somme est dans l'image. Donc nous avons démontré que EK plus 1 est dans l'image. Alors, quel que soit K, EK est dans l'image. On a démontré ça. EK est dans l'image. Bien. Alors, vect, tous les EK sont dans l'image. Donc, vect de E1 jusqu'à En, qui vaut Rn, parce que ça, c'est la base canonique de Rn. Rn est dans l'image. Et ceci veut dire que F est surjectif, parce que l'autre inclusion, elle est évidente. L'image est toujours dans Rn. Donc, vous avez l'image, c'est Rn, ça veut dire que la surjection, comme c'est un endomorphisme en dimension finie, donc il est bijectif, et alors A est inversible. Voilà. La remarque ici, si A est triangulaire inférieur et inversible, alors A-1 est encore triangulaire inférieur. Et il est inversible si seulement si, quel que soit I, AI est différent de 0. Et si vous notez A' l'inverse, vous aurez aussi les éléments diagonaux sont 1 sur AI. La même chose. Et pour démontrer ça, bien sûr, on ne va pas refaire tout, mais on peut travailler avec la transposée de A. A est une matrice triangulaire inférieure, donc sa transposée est une matrice triangulaire. A est une matrice triangulaire inférieure, donc transposée de A est une matrice triangulaire supérieure. Donc on applique la propriété 3 à la transposée de A et conclure quant à la matrice A. Bien. Alors maintenant on va introduire une notion ici, celle de matrice par bloc. Alors là, on donne des matrices par bloc, ici, bloc, voilà. Et les blocs, je les note comme ça, A11, A12, A1P, etc. Donc là, j'ai combien de blocs? Là, j'ai P blocs, pour chaque ligne, j'ai P blocs. Et là, dans chaque colonne, j'ai N blocs. De même ici, là, j'ai dans chaque ligne, j'ai Q blocs. Et dans chaque colonne, j'ai P blocs. Bien. Je remarque que le nombre de blocs ici, en colonne, le nombre de colonnes, c'est P. Le nombre de lignes ici, nombre de blocs, c'est P. C'est P. Bien. Et on fait l'hypothèse. Quel que soit J, entre 1 et P, les matrices, quel que soit J. Hein, prenons par exemple J égale à 2. Je suis là. Les matrices A12, A2, A22, AN2 ont tous le même nombre de colonnes qu'on va noter MJ. Donc ces blocs, ces matrices-là ont même nombre de colonnes. Même nombre de colonnes. Même nombre de colonnes. De même ici. Même nombre de colonnes. Voilà. Et les colonnes ici, je note MJ. MJ. De même, quel que soit I, pour chaque ligne là, ces matrices-là, ces blocs-là, ont même nombre de lignes. Même nombre de lignes. Le nombre de lignes de A21, c'est le nombre de lignes de A22, etc. Et même hypothèse pour la matrice B. Seulement là, je suppose que les lignes ici sont les MI. Ceux de... Hein, ici, par exemple,
ces matrices ont même nombre de colonnes M1, ces matrices ont même nombre de lignes qui est M1. Ces matrices ont même nombre de colonnes M2, ces matrices ont même nombre de lignes M2, etc. Alors, matrice par bloc. Cette matrice est une matrice, je peux la considérer comme matrice par bloc. Là, ces matrices-là ont même nombre de lignes. Ces matrices ont même nombre de lignes. Ces deux matrices ont même nombre de colonnes. Là, même, etc. Là, je ne peux pas considérer cette matrice comme matrice par bloc. Parce que ces matrices qui sont en colonne n'ont pas le même nombre de colonnes. Parce que là, il y a 3 et celle-ci, il y a 2. De même, ça ne peut pas être considéré comme matrice par bloc. Parce que dans cette ligne, cette matrice a 2 lignes, celle-là a 3 lignes. Donc, matrice par bloc, ça veut dire que vous devez partager comme ça. Voilà, prenez une ligne comme ça, vous partagez, voilà, je partage, etc., etc., etc. Voilà, j'aurai par bloc. Alors maintenant, pourquoi j'ai pris ici P pour les colonnes, P pour les lignes, et de même, j'ai fait cette hypothèse pour tout J, le même nombre de colonnes de ces matrices MJ, et pour tout J aussi la même chose, MI, pour tout I, on peut mettre ici J, c'est la même chose, pour effectuer le produit AB. C'est un produit par bloc. Alors le produit AB est faisable avec ces conditions, on peut l'effectuer, et il vaut une matrice par bloc. Il y a combien de blocs de lignes? N lignes. Et combien de blocs de colonnes? Q. Ici, j'ai fait encore une petite erreur. Ça, c'est Q. Voilà, je corrige. Voilà. Ça, c'est Q. Voilà. Bien. C'est comme si j'avais des petits AIJ et petits BIJ ici. C'est comme si des coefficients. Là, ce sont des matrices. Bien. Et tel que CIJ s'obtient, même formule. C'est comme si j'avais des coefficients. La somme de K égale à 1 à P. Le P, c'est le nombre de colonnes ici et le nombre de lignes ici, de blocs. Voilà. Comme exemple, ce produit, je peux l'effectuer. Je peux l'effectuer, ce produit. Pourquoi? Parce que j'ai ici 2 colonnes, là 2 lignes. Et pour cette colonne, le nombre de colonnes 1, pour cette ligne, nombre de lignes 1. Pour cette colonne, le nombre de colonnes, c'est 2, le nombre de lignes ici, c'est 2. D'accord? Donc je peux effectuer le produit en multipliant cette matrice par celle-ci, celle-là par celle-ci, etc. Voilà. Là, celle-ci, là, 1, 2 fois 2, 1, et ça c'est 0, donc j'aurai ça. Ici, 0 fois, donc c'est 0, donc ça fait ça fois ça, matrice. Ensuite, ici, j'ai mis du 0 pour simplifier tout simplement. Mais la formule, c'est la même chose. Donc ça fois ça, ça fait ça fois ça, et 0 fois, ça fait 0. Donc il me reste 1, 2 fois 1, 0, 2, qui est une matrice de type 2 lignes, 3 colonnes. 2 lignes, 3 colonnes. Et finalement, 0 fois ça, et ça fois ça, ça fait, voilà, le produit, ça fait 2, 3. Alors le produit, finalement, élémentaire, bon, produit, vous mettez, vous enlevez les parenthèses enfin, parce qu'on ne va pas avoir des parenthèses à l'intérieur de parenthèses. Voilà. Un autre exemple, si je prends une matrice diagonale par bloc, là, diagonale par bloc, je suppose que cette matrice est carrée d'ordre la somme de NI. Et là, c'est des matrices carrées, toutes des matrices carrées. Cette matrice carrée d'ordre N1, celle-ci d'ordre N2, etc. D'accord? Si je prends une autre matrice de même type, le produit va être diag A1, B1, etc. Voilà.